Le débat sur la révision ou le changement constitutionnel, on en parle dans cette émission. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de Cercle juridique. Ça fait débat depuis un bout de temps, la question de la révision ou du changement de la Constitution. En tout cas, pour y procéder, il faudrait d'abord respecter certaines dispositions prévues par cette même Constitution. D'ailleurs, cette loi fondamentale 18 février 2006 a été déjà révisée en 2011. Et aujourd'hui encore, cette même loi, la loi mère de la République démocratique du Congo, fait aujourd'hui preuve de cette turbulence. D'aucuns parlent de la révision, d'autres parlent du changement et d'autres n'en veulent pas carrément, ni de la révision, ni du changement constitutionnel. Mais pour en parler, nous avons donc joint deux invités qui sont des doctrinaires, juristes de formation. D'abord, le professeur Ambroise Boulambo, qui est professeur en droit constitutionnel et aussi secrétaire académique en charge de recherche à l'école de formation électorale en Afrique centrale. Et aussi, nous avons un deuxième intervenant. Il s'agira donc du professeur Grace Mouawa, qui sera également de nôtre pour parler justement de cette question sur la Constitution. D'abord, avec le professeur Ambroise Boulambo, qui est, je dis tantôt, secrétaire général académique en charge de questions de recherche à l'école des formations électorales en Afrique centrale. Il mène une étude où il fait des analyses article par article de la Constitution de la République. Avec lui, justement, nous allons d'abord abonder sur la première révision de la Constitution en 2011. Quelles ont été donc les motivations qui ont poussé justement à ce changement ou à cette révision? On le suit. Bonjour Mathie, merci de m'avoir invité à votre télévision. Je voudrais répondre aux questions que vous m'avez posées. Vous me demandez d'abord savoir quel est mon point de vue concernant les débats actuels relatifs au changement de la Constitution. Pour répondre à cette question assez large, je commence par vous présenter les fondements de la révision de la Constitution congolaise, qui peut être une révision partielle, c'est-à-dire on révise certains articles, comme ce fut le cas en 2006, où l'on a révisé principalement certains articles, notamment l'article 71 relatif à l'élection du président de la République. On a révisé aussi l'article 110 relatif au mandat du député ou du sénateur, où on a prévu aussi que le mandat deviendra désormais suspendu au lieu de s'arrêter une fois il y a un cas d'incompatibilité, par exemple, un député devient ministre. On a aussi révisé l'article euh, l'article 197 concernant les prérogatives de l'Assemblée provinciale et les prérogatives du gouverneur, surtout la gestion des conflits en province lorsque la province devient le fonctionnement des institutions provinciales deviennent difficiles et on a prévu que le président de la République peut désormais intervenir et dissoudre l'Assemblée provinciale ou dissoudre ou révoquer le gouverneur. On a aussi révisé l'article 218 et on a ajouté à l'alinéa 4 que la proposition ou la pétition relative au changement de la Constitution ne peut intervenir qu'après l'approbation euh, par référendum, mais sur convocation du président de la République. Là, ce fut la première révision de la Constitution qui eut lieu en
2011. Aujourd'hui, chers amis téléspectateurs, ce débat sur le changement de la Constitution revient dans l'espace non seulement politique, même les petits peuples veulent en savoir plus sur ce changement, s'il y a possibilité de la révision ou possibilité du changement de la Constitution ou encore carrément, ils n'en veulent pas. Et on se demande quelles sont alors les dispositions qui prévoient justement, qui donnent lieu à cette disposition de la révision ou du changement de la Constitution. On le suit. Maintenant, quels sont les fondements de la révision de la Constitution? Il y a d'abord l'article 218 qui dit en substance que on peut, euh, qui peut initier la révision de la Constitution partielle ou totale. Totale, c'est-à-dire on change tous les articles ou on change les systèmes euh, du pays. Par exemple, lorsque on veut changer du régime semi-présidentiel actuel au régime parlementaire ou au régime présidentiel, ou tout simplement, on veut supprimer tous les droits fondamentaux et dénoncer tous les traités, dénonçables naturellement, puisqu'il y a beaucoup de traités qui ne sont pas dénonçables, comme la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples et les pactes des Nations unies. Donc on ne peut pas les dénoncer, on les a ratifiés une fois pour toutes et on en devient esclave. Mais supposons, sur le plan totalement fictif, par fiction, on imagine que on veut les dénoncer, il faut, euh, là on peut parler de la révision totale de la Constitution. Et dans ce cas, on a prévu que l'initiative est reconnue et reviendra au président de la République, à l'article 218, au gouvernement, après, après la délibération du Conseil des ministres, à chacune des chambres, à l'initiative de la moitié de ses membres, ou à une faction du peuple congolais qui ont réuni 100 000 signatures valables et qui demandent la révision de la Constitution, mais le référendum doit être approuvé d'abord par l'Assemblée nationale et la convocation du référendum ne peut avoir lieu qu'à la convocation du président de la République. Là, c'est la première garantie. Le deuxième fondement de cette révision, c'est l'article 219. C'est un fondement, en même temps, c'est la limite. Il s'agit de quelles limites? Il s'agit principalement des limites d'abord temporelles. Et l'article 219 dit que pendant l'état de guerre, comme actuellement au Nord Kivu et chez le Mont Bondo et en Ituri, et aussi le Kivu, il y a l'état de guerre aussi, ou l'état d'urgence, comme au Nord Kivu et en Ituri, ou l'état de siège, ou par l'intérim du président de la présidence de la République, ou lorsque l'Assemblée nationale et le Sénat se trouvent empêchés de se réunir, on ne peut pas, on ne peut pas euh, entrer en matière sur tous les projets de changement de la Constitution. Là, ce sont des limites temporelles et circonstancielles. Il y a aussi des limites matérielles qu'on trouve dans plusieurs constitutions dans le monde, notamment la Constitution américaine, euh, la Constitution allemande à l'article 79, alinéa 3, qui dit que même les changements de la Constitution qui portent atteinte, par exemple, aux droits fondamentaux ou à la dignité humaine est inopérante. Elle est nulle et de nul effet. Nul ab ovo. Donc, on ne peut même pas en discuter, c'est sans objet. Pour la RDC, l'article 220 limite le pouvoir du constituant, le pluralisme politique et syndical. Aussi, on ne peut pas supprimer la pluralité aujourd'hui de partis politiques ou de syndicats
mais on peut en limiter, ça naturellement, ce n'est pas interdit. Donc on peut limiter par exemple que ça redevienne 2 ou 3. Là, c'est toujours le pluralisme est garanti. Ces différents domaines ne peuvent jamais faire euh, objet d'une quelconque révision, ni partielle, ni totale. Il y a aussi la limitation, euh, la réduction des droits et des libertés de la personne, ou la réduction des prérogatives des provinces et des entités territoriales décentralisées. Par exemple, si on décidait aujourd'hui que le président devient à vie, les parlementaires deviennent à vie comme les anciens membres du comité central ou du bureau politique, là, on va réduire sensiblement les droits et libertés de la personne à accéder à la direction du pays, vu que c'est un droit fondamental garanti par l'article 25 du Pacte des droits civils et politiques et l'article 13 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Là aussi, on ne peut pas le faire. Vous me demandez aussi euh, de, de dire qu'est-ce que je pense de, euh, de l'article 217 de la Constitution. L'article 217 de la Constitution, naturellement, euh, ça ne fait pas partie des articles protégés ou verrouillés par l'article 220. Les peuples peuvent les changer. Mais les changer, pourquoi faire? Pourquoi les changer? Est-ce que ça change grand-chose? On vous dit, vous êtes membre de l'Union africaine. Vous avez ratifié la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Vous avez ratifié le protocole de Maputo et des conventions qui permettent, qui facilitent l'intégration africaine, puisque nous sommes euh, un continent qui a beaucoup souffert de l'esclavage, nous sommes un continent qui a souffert de la colonisation et du néocolonialisme actuel. Les pères fondateurs, les pères de l'indépendance de l'Afrique, les Kwame Nkrumah, Patrice Lumumba, Mohamed V et Dr. Azikiwe, Nyerere et consorts, ils ont voulu faire une union africaine pour que les Africains soient forts et résister à tous les aléas, à, toutes à à tous les actes de déshumanisation de l'homme africain. Et c'est pourquoi, en 1967, le président de la République démocratique du Congo à l'époque, Mobutu Sese Seko, avait initié qu'on ajoute cet article 217. Voilà, avec notre deuxième intervenant, le professeur Grace Mouawa Luungi, nous allons donc parler de cette possibilité de changement finalement constitutionnel. Pourquoi l'on doit finalement changer la Constitution? Pourquoi doit-on penser au changement de la Constitution? Y a-t-il des articles qui fâchent? En tout cas, on le découvre à travers cette interview. Merci madame. Il faudra savoir que la Constitution est l'âme d'un peuple. La Constitution est l'âme d'un État. Et à ce sujet, elle doit contenir des dispositions qui cadrent, qui collent avec l'évolution de la société, qui collent avec les réalités sociologiques et socioculturelles d'un État. Et comme la Constitution est un texte juridique comme tout autre texte juridique, elle peut faire l'objet, bien évidemment, d'une révision, ça veut dire d'une modification, ou d'un changement. Le tout dépend justement des dispositions à toucher. Il y a certaines dispositions qui peuvent faire l'objet des modifications sans qu'on ne touche aux dispositions clés qui fondent même, on va dire, l'architecture constitutionnelle, l'ordre constitutionnel d'un État. Mais il y a également d'autres dispositions qui, une fois on réussit à les toucher, à les déverrouiller, c'est le cas de l'article 220 de la Constitution du 18 février 2006. En ce moment-là, nous sommes dans ce que nous appelons le changement de constitution. Ça veut dire on va essayer de bousiller un peu l'ordre constitutionnel tel qu'établi par le constituant originaire de 2006. Et à ce stade, il y a plusieurs dispositions qui doivent
notamment être touchés. Et là, nous sommes en train de répertorier, on va dire, plusieurs dispositions. Il y a par exemple la question du Sénat. Nous sommes en train de réfléchir sur comment, on va dire, supprimer le Sénat, parce que, comme vous le savez, le budget, on va dire, en 5 ans du Sénat va au-delà de 2 milliards de dollars américains, juste pour, on va dire, les émoluments, le fonctionnement du Sénat. Et la suppression du Sénat, aujourd'hui, permettra justement de récupérer cet argent qui est investi pour le fonctionnement du Sénat, à le reverser notamment sur l'économie du pays. Il faut penser également à la suppression des assemblées provinciales qui sont simplement budgétivores, alors que sur le terrain, on va dire qu'il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas un grand travail qu'ils fournissent. Et en ce moment-là, nous aurons un président de la République qui aura pour compétence notamment de nommer les gouverneurs de province. Il y a la question de la langue officielle, j'allais dire. Nous sommes aujourd'hui convaincus que le français seul comme langue officielle ne suffit pas. Et donc, nous sommes dans cette dynamique de vouloir, on va dire, ajouter au français l'anglais comme langue officielle, comme langue de travail, comme langue d'enseignement. Il y a plusieurs autres dispositions qui doivent également être changées. Aujourd'hui, par exemple, vous avez un président de la République qui continue, sur base de l'article 81 de la Constitution, à nommer des mandataires publics dans les entreprises du portefeuille de l'État, alors que depuis 2008, il y a eu transformation des entreprises publiques, il y a eu réforme des entreprises publiques. Les entreprises publiques sont transformées en établissements publics, en services publics ou en sociétés commerciales. Et les entreprises publiques de nos jours, on va dire depuis la réforme, ce sont des sociétés commerciales. Et au regard du droit de l'OHADA, parce que la RDC a adhéré à l'OHADA depuis 2012, les entreprises du portefeuille de l'État qui prennent la forme SA, société anonyme, ne peuvent pas avoir des dirigeants sociaux, c'est-à-dire directeur général et directeur général adjoint. Encore qu'à ce moment-là, il faudrait distinguer les membres qui assurent la direction de la société et l'administration de la société, c'est-à-dire le directeur général et le directeur général adjoint d'une part qui assurent la direction de la société et le conseil d'administration d'autre part qui assure l'administration de la société. On ne peut pas aujourd'hui admettre que le président de la République continue à nommer tant les administrateurs que les directeurs généraux et directeurs généraux adjoints des entreprises du portefeuille de l'État, parce qu'au regard du droit de l'OHADA, aujourd'hui, seuls les membres du conseil d'administration désignent les dirigeants sociaux. Voilà, il y a plusieurs dispositions. Moi, j'en ai répertorié 79 dispositions de la Constitution qui doivent absolument subir quelques modifications, ou au besoin, lorsque le président de la République va instituer cette commission chargée de travailler sur la Constitution, en tout cas, il y aura forcément matière à changement de Constitution. L'article 219 est ce que nous appelons en droit, et particulièrement en droit constitutionnel, la limitation temporaire de la révision constitutionnelle. Il dit, l'article 219, qu'aucune révision constitutionnelle ne peut se faire pendant une période de guerre, pendant l'état de siège ou pendant l'état d'urgence. Mais ce sont, on va dire, des questions circonstancielles. Qui prononce l'état de siège, comme actuellement avec l'agression rwandaise que nous subissons? Qui prononce l'état de siège? C'est le chef de l'État, c'est le président de la République. Et donc, lorsque les conditions seront réunies, je pense que le président de la République reprendra l'initiative de mettre fin à cet état de siège. Et donc, je pense que l'état de siège ne peut pas, à ce stade, empêcher justement que nous réfléchissions sur une probable révision ou un probable changement de constitution. C'est vrai que sur le plan matériel, sur le plan technique, l'état de siège est un empêchement à la révision ou au changement de constitution, mais comme je dis, c'est une question circonstancielle, et donc à tout moment, une fois que les conditions sont réunies, le président de la République peut prendre des dispositions pour lever la mesure qui instituait l'état de siège.
Voilà, chers amis téléspectateurs, vous qui nous avez pris à court, sachez que cette émission d'aujourd'hui, Cercle juridique, c'était apaisanti sur la révision ou le changement de la Constitution. Nous avons parlé avec le professeur Ambroise Boulambo et en même temps avec le professeur Grace Mouawa. Les deux sont des juristes doctrinaires qui avaient donc tout au long de cette émission nous ont permis donc de savoir un peu plus sur les fondamentaux prévus par la Constitution de 2006, révisée en 2011. Si vous avez aimé ou vous avez des suggestions à nous le faire parvenir, n'hésitez pas. En tout cas, notre numéro de téléphone reste affiché au bas de votre petit écran. Merci. Merci aussi à toute l'équipe technique de la RTNC2. Nous n'allons pas terminer cette émission sans pour autant avoir gardé une pensée pieuse à nos braves consoeurs qui nous ont accompagnés pendant tout au long de notre carrière et qui nous ont quittés finalement. Il s'agit donc de Médine Biancouzou et de Jemima Diane Mogo. En tout cas, mesdames, messieurs, ça n'est fini. Merci et à très bientôt.